Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief du dimanche 14h45. Je vous ai fait voter hier sur l'onglet communauté et à l'énorme majorité, vous voulez qu'on traite aujourd'hui, comme prévu, du thème de l'appontage de jour en super étendard. On va parler dans un premier temps de théorie autour de l'appontage de jour en super étendard. Pour varier avec les vidéos que j'ai pu faire avant, on va notamment appuyer sur quelques contraintes et des petites subtilités dont vous avez sûrement jamais entendu parler. Ensuite, on va regarder la vidéo de l'excellente chaîne Chasse embarquée sur l'appontage de jour en super étendard. Et ensuite, découper un petit peu cette vidéo. On va aller dans le cockpit, je vais vous montrer un petit peu là où se trouvent certains instruments, que fait le pilote en temps réel. Si ça vous va, accrochez vos ceintures, prenez votre café, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut ou vers le bas parce que ça aide la chaîne à grossir. Et jingle. Alors, l'appontage. L'appontage, qu'est-ce que c'est? C'est ramener son avion sur le porte-avions. C'est le rendez-vous entre un navire de guerre de 261,5 mètres et 40 000 tonnes avec 1950 personnes à bord pour le Charles de Gaulle et un avion qui peut être soit un Rafale, comme cette maquette, et aujourd'hui j'utiliserai cette maquette parce que je n'ai pas de maquette de super étendard avec moi aujourd'hui, un Rafale, ou un super étendard. Et dans la vidéo qu'on va observer aujourd'hui, c'est un super étendard qui va peser aux alentours des 10 tonnes, 11 tonnes, et qui va devoir venir poser ses roues sur le pont du Charles de Gaulle, dans une surface assez restreinte de quelques dizaines de mètres, et viser un des 3 brins d'arrêt, de préférence au numéro 2, en suivant le signal du miroir d'appontage dont on reparlera un petit peu. Forcément, vous vous doutez bien, ce n'est pas un sport de masse comme on dit, et il est indispensable de suivre une multitude de procédures pour s'assurer que ce soit fait en toute sécurité et de manière régulière. Chaque appontage est noté, chaque appontage est une remise en cause de votre crédibilité professionnelle. Sur une mauvaise passe, vous pouvez vous faire éjecter du porte-avions. Donc c'est indispensable d'être concentré et c'est indispensable en tant que pilote, mais également pour des centaines de personnels qui viennent aider cet appontage parce que même si c'est souvent perçu comme une sorte d'exploit individuel, c'est pas du tout ça, c'est un travail d'équipe. Si le porte-avions n'est pas au bon endroit, qu'il est au milieu d'une tempête parce que les météorologues se sont trompés, et on a des météorologues à bord, si l'avion n'est pas en état de vol parce que les mécaniciens n'ont pas pu travailler toute la nuit dessus, parce que la création de pièces, parce qu'on fabriquait des pièces à bord, il y avait un usinage de pièces, il y avait un atelier à bord du Charles de Gaulle, n'avait pas bien délivré en temps et en heure, si le pétrole amené par le pétrolier ravitailleur n'était pas arrivé, si la nourriture n'était pas là, si le personnel de sécurité n'était pas là, bref, vous avez bien compris, il y a des milliers de personnes qui travaillent pour permettre cet appontage, et en temps réel, ce sont des centaines de professionnels, de marins professionnels qui font leur travail. Diriger le bateau, mettre le bon vent sur le pont, s'occuper des presses hydrauliques, gérer le contrôle aérien, une multitude de spécialités qui, en symbiose, viennent permettre au pilote de poser son avion en toute sécurité sur le pont du Charles de Gaulle. J'insiste sur le toute sécurité parce qu'il y a des milliers, j'insiste sur ce mot, de mouvements aériens qui ont été faits depuis le porte-avions Charles de Gaulle. Et il y a quand même un taux d'accident qui est extrêmement faible. Ce n'est pas dû à la chance, c'est dû à l'extrême rigueur de tout le personnel impliqué dans un appontage ou un catapultage. Tout est calculé, tout est réfléchi, tout est standardisé. On va aujourd'hui s'intéresser au retour de jour par beau temps. On a 3 types de retour à bord du porte-avions. Le beau temps de jour, le temps moyen de jour et le mauvais temps de jour ou alors de nuit. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le beau temps de jour, donc un retour dit au break, où on arrive à une vitesse tactique, on est 280-300 nœuds au-dessus du porte-avions, en dessous des 1000 pieds, avec donc de l'énergie. Et le but, c'est d'optimiser le temps de récupération. Le porte-avions est soit en mode catapultage, soit en mode appontage. Et le but du jeu, c'est de pouvoir catapulter rapidement ou faire apponter rapidement tout le groupe aérien de manière à minimiser le temps où le porte-avions est vulnérable parce qu'il est bloqué à un cap à une certaine vitesse. Donc si on sait tous apponter du premier coup très rapidement, à quelques dizaines de secondes les uns entre les autres, ça permet au porte-avions après de repartir dans la direction tactique qu'il veut. C'est très efficace et c'est ce vers quoi on tend. L'autre avantage du break, donc garder un maximum d'énergie jusqu'au dernier moment, eh bien ça vous permet en cas d'attaque adverse de réagir à une vitesse tactique. Si votre avion est lent
en finale pendant plus de 10 nautiques, vous doutez bien qu'à 150 nœuds, c'est plus dur de se défendre. Si vous gardez une vitesse tactique, vous allez jusqu'au porte-avions dans les 300 nœuds, vous breakez, vente arrière, là, eh bien, vous minimisez votre temps de vulnérabilité et demandez au Messerschmitt 262 de l'armée allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. La phase d'atterrissage était une phase très dangereuse, là où les P-51 Mustang de l'armée de l'air américaine avaient tendance à les attaquer. Le beau temps, de quoi on a besoin? Un porte-avions à ce qu'on appelle la route Avia, la route qui permet le ramassage. Cette route Avia permet de mettre le bon vent sur le pont. Vous entendrez parler du terme le vent sur le pont. Pourquoi? Parce qu'on a le pont d'envol, on a l'avion qui arrive, et bien l'avion vient mettre du vent de face, parce que si notre avion est en train de voler à 130 nœuds par rapport à la masse d'air, si cette masse d'air se déplace de 30 nœuds par rapport au pont d'envol, et que le pont d'envol va donc dans cette direction-là, maintenant la vitesse d'impact dans les brins, c'est 130 moins 30, c'est 100 nœuds. Et vu que l'énergie est en relation directe avec le carré de la vitesse, eh bien ces 30 nœuds ont un impact énorme en termes de résistance des matériaux, fatigue structurale et la durée tout simplement de vie de votre aéronef, du train d'atterrissage, des presses, toutes ces choses-là. Donc c'est indispensable d'être à la bonne route Avia, d'avoir le bon vent sur le pont pour permettre à tout le monde d'être dans les marges en termes de sécurité. C'est le travail de l'équipage de conduite du navire, donc les marins, les officiers de marine, les officiers mariniers, les matelots qui sont en passerelle et forcément tous ceux qui sont en machine également, de nous mettre au bon cap en rapport direct avec les météorologues. Ensuite, on a sur la plateforme des officiers d'appontage les officiers d'appontage qu'on appelle les OA, pilotes expérimentés, très longue formation, qui vont représenter le commandant du porte-avions et dialoguer en toute sécurité avec les équipages, avec les pilotes qui reviennent. En temps normal, on va parler à la radio. Néanmoins, dans la marine, on adore minimiser les communications radio parce que c'est source d'indiscrétion électromagnétique. S'il y a des appareils ennemis ou des bateaux ennemis en mer, ils peuvent détecter nos faisceaux d'émissions radio et savoir où se trouve le bateau, alors que le bateau a quand même vocation à se déplacer de 500 à 1000 km par jour, donc rester dur à détecter, rester maniable. On va donc essayer d'apponter régulièrement en toute discrétion radio. Le pilote, lui, doit être qualifié. Donc, il y a toute une formation avec des FCLP, comme on dit chez les Américains, Field Control Landing Practice. En français, on dit ASSP, appontage simulé sur piste. Une fois que vous êtes jugé par les officiers d'appontage comme ayant le niveau pour aller au bateau, vous pouvez aller faire votre qualification à l'appontage. Après, gagner en expérience et atteindre ce qu'on appelle plus tard la confirmation à l'appontage, qui veut dire que ça y est, on vous fait confiance, vous pouvez aller faire la guerre depuis le porte-avions. On a confiance que même si vous revenez abîmé ou autre, vous avez la discipline, vous avez la méthodologie et l'expérience pour amener votre avion en toute sécurité. J'ai eu des questions sur les communications avec les officiers d'appontage. De manière générale, en tant que pilote, vous voulez informer les officiers d'appontage de votre call sign, de votre pétrole restant et de votre type d'automatisation pour l'approche. Si j'ai l'automanette, j'annonce que j'ai l'automanette. La manette des gaz est automatique, ça a un impact direct sur la méthode de pilotage. Si j'ai une panne moteur, par exemple sur un bimoteur comme le Rafale, le moteur des M88 de chez Safran, si j'ai une panne moteur, je leur annonce. Si j'ai une panne de head-up display, de VTH, de visualisateur tête haute, de visualisation tête haute, qui est ici, je vais leur annoncer également, ils vont savoir que ça m'impacte. Ça, c'est très important. Si je ne vois pas le pont d'envol, je leur dis, parce qu'il peut y avoir des phénomènes de lumière. Par exemple, si la piste est mouillée et qu'il y a de l'éclairage du soleil dessus, je peux ne pas bien voir mon alignement. Je vais leur dire pont négat. Je n'arrive pas à bien voir le pont, je n'arrive pas à bien m'aligner. Si je ne vois pas le miroir, je vais leur dire que je ne vois pas le miroir. Si je vois le miroir, je leur dis. En communication standard, je vais dire mon indicatif, mon pétrole et si je vois ou non les références à l'appontage. En retour, l'officier d'appontage va collationner, en fait il vient me répondre pour me rendre compte qu'on est en bonne communication radio et il va me dire le nombre de nœuds de vent sur le pont d'envol. Connaissant le nombre de nœuds de vent sur le pont d'envol, ça me permet de savoir un petit peu à quoi m'attendre en termes de bulles. Vous avez peut-être entendu parler de la burble derrière la plateforme. Vous avez un bateau de 40 000 tonnes qui se déplace, derrière ça a des phénomènes aérologiques avec des mouvements d'air montant, ascendant puis descendant et moi fonction de la vitesse d'air, fonction de toutes ces choses-là, fonction de la vitesse du bateau, et moi, fonction du vent sur le pont,
et de la vitesse du bateau que je peux analyser soit grâce à mes informations radar, soit mes informations liaison de données, soit vue en voyant la traînée derrière le bateau, je vais pouvoir anticiper la force des courants ascendants et descendants. En termes de technique de pilotage, avec mon super étendard, et encore une fois, je sais, c'est un Rafale, je viens me mettre à une certaine incidence. Cette incidence donne une certaine hauteur entre mes yeux de pilote et la position de la crosse d'appontage, et tout est calculé, chaque avion a ce réglage de miroir pour me permettre bien, de venir accrocher le brin numéro 2, ce qui va me donner à peu près 2,50 m de marge par rapport à l'arrière du bateau. Donc un bateau de 261,50 m, s'il bouge, je vous laisse deviner un petit peu un degré à quoi ça correspond en mouvement du pont à l'arrière. On a des limitations sur lesquelles je ne m'étendrai pas dans cette vidéo. Pour la mise en œuvre, vous doutez bien que si le bateau bouge de 10 degrés, ce que j'ai jamais vu, eh bien ça va impacter les capacités à ponter. Donc on a quand même des minima, des contraintes météo à respecter, mais on est très rarement impacté par ça parce qu'on vient anticiper les zones de vent, anticiper les zones de tempête et se déplacer autour de ça grâce aux météo. Je me retrouve donc à une certaine incidence. Cette incidence en super étendard était assez élevée de manière à réduire les contraintes sur le train d'atterrissage en réduisant la vitesse. On n'avait pas de bec canard, donc notre vitesse d'approche était souvent aux alentours des 125-135 nœuds. Et pour pouvoir me poser, pour pouvoir suivre la pente, il me fallait la bonne incidence à cause de notre contrainte de crosse, mais également la bonne pente. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler que dans la marine, on gère la pente au gaz et l'incidence au manche. C'est exactement ça. On a besoin de cette incidence qu'on vient tenir au manche. Et ensuite, pour savoir où on se situe sur le plan vertical, on met plus ou moins du moteur. Vous vous doutez bien, c'est pas si simple que ça. Si je fais une correction moteur, je dois faire une correction au manche. Donc on est constamment en train de jouer sur les deux, quand on est en manuel, à la fois sur le manche, à la fois sur les moteurs, parce que si je suis à la bonne incidence, que je réduis un peu le moteur, naturellement l'avion va avoir tendance à bouger et je vais faire que je corrige. Donc on est toujours en correction, contre-correction, correction, contre-correction, et ça peut faire dans les 200 corrections à peu près par finale. Donc par nos courtes finales, notre finale chez nous, le groove comme on l'appelle, dure 12 à 18 secondes en moyenne, dans les 14 secondes à peu près. Et là, après les Américains, un groove standard, c'est à peu près 200 corrections. Donc c'est assez énorme, ça fait qu'on fait énormément de corrections. Et vous allez voir, pour bien garder l'avion à 1,1 de la vitesse de décrochage, comme on dit 1,1 de VS, VS c'est vitesse stall de décrochage, on est très proche, on est dans ce qu'on appelle le second régime dans l'aérien. Donc en fait l'avion est pas dans une phase de vol très stable, il a un peu envie de décrocher. Et pour vous donner un petit aperçu d'à quel point on est proche du décrochage, sur Super Étendard, on avait un stick shaker, un système qui dit que quand on est à l'approche du décrochage, il vibre. En dernier virage, quand on est dans une configuration où, plutôt qu'être en air mer, là, on avait un pod de désignation laser, dans le dernier virage, souvent par air un peu chaud, on était dans le stick shaker, donc on tenait l'avion à la limite de décrochage, on remettait les ailes à plat, récupérer un petit peu d'énergie. On était à ce moment-là bien à la bonne incidence, à la bonne vitesse, et on faisait notre finale comme ça. Donc en super étendard, il était classique dans certaines configurations lourdes de faire le dernier virage au travers du stick shaker comme ça. Non, c'est pas Parkinson, c'est les souvenirs du stick shaker. Ensuite, on remettait les ailes à plat, et en remettant les ailes à plat, moins de traîner, tout ce que vous voulez, boum, et c'était un peu plus stable. Donc s'il faut retenir, c'est oui, on a ce style très particulier parce qu'on est beaucoup plus lent. D'habitude, un avion classique approche à 1,3 de la VS, donc 30% de marge par rapport à la vitesse de décrochage. Vous décrochez à 100 nœuds, vous allez voler à 130 nœuds. Vous avez donc énormément de marge avant que l'avion s'enfonce pour corriger ou de l'approximation. Dans la marine, on est plus à quelques nœuds du décrochage. Je ne vous donnerai pas la valeur exacte, ça dépend un petit peu, mais on était vraiment à quelques nœuds du décrochage. Voilà pour la technique de pilotage. Les aides à l'appontage, c'est le miroir. Quand on fait une approche comme celle qu'on va voir, c'est uniquement le miroir qui nous aide. Le miroir a des références, vous voyez le vert sur le côté. Ensuite, on a ce qu'on appelle la meatball, la boule jaune. Cette boule jaune est axée sur une certaine pente. Alors, il y a le miroir manuel qui est bougé volontairement par les officiers d'appontage. On va rester dans quelque chose de simple, le miroir automatique. Pour faire simple, si vous êtes pile poil à la bonne pente, il va être centré. Le problème, c'est que cette position centrée est assez vague initialement parce que vous êtes loin du bateau. Donc forcément, comme pour un ILS, comme pour un appontage automatique, la fenêtre qui correspond à un miroir centré est initialement de plusieurs dizaines de mètres.
Et plus vous vous rapprochez, plus c'est précis, jusqu'à quelques centimètres juste avant d'attraper les bras. Donc votre pilotage doit prendre en compte un affinage de sensibilité du miroir au fur et à mesure que vous vous rapprochez. Pour ne pas se faire avoir, on aime bien mettre le miroir légèrement sur le bord haut ou jouer avec pour savoir de quel côté de la fenêtre on se trouve et ne pas être par exemple en haut de la fenêtre avec un vecteur négatif. Alors vous avez l'impression d'être bien, mais en fait vous êtes en train de vous enfoncer. Au moment où vous détectez que vous vous enfoncez, vous avez pris tellement de vitesse en fait négative que c'est très dur de corriger. Donc ça, faut faire très attention à ça. C'est pour ça qu'on est toujours dans la proactivation. On va essayer de bien savoir précisément où se trouve ce miroir en le bougeant. Si le miroir est en panne, ça devient compliqué, mais on a des miroirs de secours à bord du porte-avions. Il y a également d'autres méthodes, celle dite du viseur qui existe, où on peut compenser l'absence de miroir par l'utilisation de notre visualisateur tête haute pour apponter, ce qu'on peut faire de nuit par exemple ou dans certains modes. J'en profite pour vous dire, il n'y a pas d'appontage automatique sur Super Étendard. Il n'y a pas d'appontage automatique sur Rafale non plus, même si dans le futur, il est possible que ça arrive. Petit focus sur les contraintes maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme contraintes différentes? Eh bien, différentes variations de vitesse du bateau, différents vents. Le vent va avoir un impact. Est-ce que le vent est dans l'axe du bateau? Est-ce que le vent est dans l'axe de la piste qui est décalé d'à peu près 8 degrés? Si le vent est dans l'axe du bateau et pas par rapport à la piste, vous allez devoir garder du nez un peu près du côté de l'îlot et au dernier moment mettre un petit peu de palonnier pour bien vous raligner avec la piste. Ça, c'est important. On va avoir un impact sur, comme on disait, les mouvements de vent derrière le bateau. Donc une multitude de petites choses comme ça qui viennent se rajouter. On peut également avoir des brins d'arrêt indisponibles. Donc on a seulement un brin ou deux brins sur les trois brins habituels. Ça peut arriver. Donc tout ça, ce sont des petites contraintes avec lesquelles on vient jouer au quotidien, mais on s'en accommode assez bien. Voilà, donc on a parlé de quoi? On a parlé un petit peu des procédures de retour avec le bateau, on a parlé du personnel nécessaire à un appontage par beau temps, la technique du pilotage qui est à l'incidence, c'est très important, du miroir, quelques contraintes, et maintenant, petite pause, on va regarder l'appontage en super étendard en manuel avant d'étudier ensemble. Ok, c'est parti. Appontage super étendard. Qu'est-ce qu'on voit directement? On voit le porte-avions. Derrière, on voit une grande traînée, un grand sillage. Qui dit grand sillage dit qu'il n'y a pas beaucoup de vent en mer. Donc, c'est sûrement le porte-avions qui crée son propre vent. Je m'attends donc à avoir peut-être un peu de dérive à droite parce que c'est le porte-avions qui avance, du coup, qui crée son vent et la piste étant décalée, je risque d'avoir un peu de vent sur la droite. À l'intérieur du cockpit, on a le manche, ce qu'on appelle le flight axe, une tablette qui nous servait en CAS, Close Air Support. Ici, la kneeboard, désolé pour les termes anglo-saxons, ce sont ceux qu'on utilise dans l'armée française également, qui est notre planche de vol où on met une multitude d'informations sur les fréquences, sur les procédures, sur ce qu'on est censé faire pendant le vol. Beaucoup d'informations là. Là, après, derrière, on a nos gants en Nomex, donc c'est un matériel anti-feu. On a la Mae West, pour le nom d'une célèbre actrice américaine qui était bien équipée. Donc là, et le cordon d'oxygène qui part sur la gauche, qui est relié à l'avion et qui nous a porté grâce à une bouteille d'oxygène différent du Rafale qui dut créer son propre oxygène à bord, de quoi respirer en altitude, mais au sol également. Et là, pour faire un petit tour, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Des systèmes d'armes. Ça, ce qui est intéressant, c'est les aérofreins. Si vous avez cette lumière orangée allumée, c'est que les aérofreins sont sortis. Et en termes d'instruments, ici on va avoir les paramètres moteurs. Donc si vous voulez voir le nombre de tours, c'est ici que ça se passe. Là, c'est nos jaugeurs d'essence, l'arrivée de carburant. On est à peu près à 1 tonne de carburant restant, 2 x 5, 2 x 500 kg comme on disait. On a une multitude de réservoirs. De ce côté-là, on a l'altitude, 500 pieds, 600 pieds, 650 pieds barométriques. Et là, on va avoir la vitesse. Ça, c'est notre horizon secours, horizon principal. Pourquoi je vous démontre? Parce que ça vous permet de faire une idée de l'inclinaison.
Et on a également la bille parce qu'il faut garder la symétrie sur ce genre d'aéronef. Allez, maintenant que vous maîtrisez à fond le cockpit du super étendard, on reprend. Qu'est-ce qu'il fait avec son pouce ici? Avec son pouce ici, c'est le trim, le compensateur. En mettant un couvert à l'arrière, il vient compenser l'avion, il vient lui lever un peu le nez en poussant le trim vers l'avant et il le descend. Donc là, il vient en étant vent arrière, il a les aérofreins sortis, train sorti, les volets sortis, les becs sont sortis, c'est d'abord les becs en bord d'attaque, puis ensuite les volets. En bonne configuration, il vient venir se mettre on speed, il vient se mettre à la bonne incidence. Et on va voir par ici en haut le répétiteur d'incidence qui va nous permettre de bien tenir cette incidence. Bien sûr, en vent arrière, on fait une checklist et on vient s'assurer que l'incidence mètre est en rapport avec notre vitesse indiquée fonction de la masse. On vient cross-checker l'incidence mètre. On n'a jamais une confiance aveugle dans l'aéronautique, on vient toujours s'assurer avec différentes sources que c'est cohérent. Petit coup d'œil, on est toujours en début de vent arrière. Voilà, il continue, il s'apprête là à tourner en dernier virage. Alors là, ce qu'il vient de faire, c'est du réglage d'un compensateur d'aileron, de roulis. Pourquoi? Parce que des fois les avions sont un peu tordus. Donc là, il s'est dit, ah, j'ai besoin un petit peu de bouger le neutre de mon manche. Donc il a mis un petit peu ça. Il regarde beaucoup vers la gauche de manière à s'assurer un petit peu de là où il est, venir chercher le bon écartement qui est environ de 1800 mètres travers le porte-avions. Et fonction du vent, il va décider de partir plus ou moins tôt. Généralement, la référence est au niveau de la plateforme des officiers d'appontage qui n'est pas l'arrière du bateau, ce qui est un peu avant. Allez, donc là, regarde, hop, là, on est parti en virage. Vous voyez qu'on est incliné. On prend à peu près 30 degrés, c'est pas tout à fait ça, c'est légèrement moins. Voilà. Et donc là, il vient travailler on speed, la bonne incidence. Donc quand on a le vert, c'est qu'on a la bonne incidence. L'ambre, c'est qu'on est trop rapide. Dans l'US Navy, c'est différent. Mais en France, c'est comme ça. Et si vous avez le rouge qui s'affiche, c'est que vous êtes trop en incidence. Donc, comme on dit par but de langage, on est trop lent. Là, il va faire son dernier virage, une trentaine de degrés d'inclinaison. Il faut qu'il soit à la bonne incidence. Et initialement, il va regarder ses instruments seulement. Arrivé au point 90, à 80 degrés de virage, il va sortir la tête et il va venir ajuster son inclinaison en fonction de sa position. Vous voyez, sa tête ne bouge plus. Il regarde devant lui. Petit coup d'œil, voilà, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Il a atteint le point 90, donc là, il bouge plus la tête. La première partie était vraiment tête à l'intérieur. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà le sillage du bateau. On passe le sillage du bateau. En termes de hauteur 100, 200, on est dans les 350 pieds. Donc là, à ce moment-là, il est censé avoir le miroir en vue. D'ailleurs, vous voyez, il ne va pas tarder à dégauchir. Et là, il devrait, grâce à un appui sur un bouton qui est situé au niveau de la manette des gaz, parler aux officiers d'appontage sur la fréquence d'appontage. On voit arriver le porte-avions. On n'est toujours pas les ailes à plat. 100, 200, on est en dessous des 300 pieds. On n'a toujours pas les ailes à plat. Le pont du porte-avions est à peu près 50 pieds. Alors là, il est en train de dégauchir et vous voyez la tendance à être légèrement rapide. C'est classique. En virage, on a plus de traînée, plus de moteur. On vient dégauchir, ça fait une sorte d'excédent d'énergie. On a tendance à passer un peu rapide à ce moment-là. Donc il faut se méfier et bien moduler, comme on dit, un peu sur l'arrière. Vous voyez au niveau de la manette des gaz, là il vient un petit peu sur l'arrière pour essayer de gommer cet excédent d'énergie dû à la sortie de virage. Maintenant, on est aligné avec le bateau, on est on speed, on est, vous voyez, assez bas, on est dans les 200 pieds, et là on est purement dans le groove, dans la finale, comme on dit. On a des phénomènes météorologiques, aérologiques de derrière le bateau. Donc là, il est vraiment concentré au maximum, et vous allez voir le style au niveau de la main gauche, la nervosité n'est pas la même. Le pilote que l'on voit là, et si je devais juger, à peu près 20% sur le bord nerveux, plus 20%. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être aussi nerveux pour apponter, mais ça fonctionne assez bien. Ça dépend un peu des conditions du jour, toutes ces choses-là. Petite information qu'on peut noter, c'est qu'il est en combinaison sèche. Ça veut dire qu'il n'est pas en combinaison étanche. Ça veut dire que la température de la mer est au-dessus des 18 degrés à peu près, ou des 20 degrés si l'heure de coucher de soleil est proche.
on est obligé de porter une combinaison étanche si la température de la mer est assez basse. Donc c'est probablement en Méditerranée l'été ou alors dans une zone encore plus chaude. Petite tendance à être sur le bord rapide, donc il faut faire attention à ça. Et vous pouvez voir, la manette des gaz bouge, les moteurs ça bouge ici. Et vous voyez les petites aiguilles, elles bougent pas mal. On n'est pas sur des gros écarts en termes d'aiguilles, on est sur du 4-5% à peu près. On le voit bien bouger, la belle correction de sa part, bonne incidence, tout a l'air optimal et ça se rapproche. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il était légèrement rapide. Il était légèrement rapide et je vous ai fait la pause avant où boum, il était à la bonne incidence. Juste après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis quelques coups de trim de manière à venir bouger la référence neutre de son manche pour venir bien ancrer cette position de nez parce que à cet instant précis, avec les conditions, avec toutes les conditions de cet instant-là, eh bien, il fallait peut-être mettre un peu plus de trim pour arrêter l'effort au manche et rester sur la bonne incidence. Vous voyez, il a repassé un peu vite, il a remis un peu de trim vers l'arrière, donc il essaye de piloter, faire une petite finesse au trim. Si vous regardez des photos de la patrouille de France, ils pilotent souvent au trim, j'ai eu la chance de faire un vol avec eux, puis ils pilotent beaucoup au trim parce que c'est extrêmement précis et ça permet d'être assez coordonné. Là, on est en train d'arriver au niveau du bateau. Ici, là, c'est la plateforme des officiers d'appontage. Ici, on a le miroir, et donc là, on n'a l'air pas trop mal aligné, même plutôt bien aligné. Et regardez sa manette des gaz. Elle bouge plus. Elle bouge pas. Et ça pose. Au moment où ça pose, on a une petite panne sur les amortisseurs. C'est des systèmes d'aide à finesse de pilotage qui n'aiment pas trop les chocs, donc l'appontage avait tendance à les faire sauter. Ce qui est intéressant de voir là, c'est qu'il était plein gaz bien avant de toucher. Vous savez que dans la marine, on est censé mettre plein gaz dès qu'on touche. Là, c'était plein gaz avant. Pourquoi? Parce qu'il avait soit une tendance à s'enfoncer, soit il était trop bas. Le super étendard a cette spécificité que vous pouvez avoir à mettre plein gaz plusieurs secondes avant l'appontage. Ça ne vous n'empêchera pas d'apponter, de toucher. Ce qui veut donc dire qu'en termes de puissance, il faut énormément anticiper parce que vous pouvez mettre plein gaz 3 secondes avant de poser, vous irez quand même au sol. Donc il faut faire très très attention à ça. C'est dû au spool-up time, au temps de raccrochage du moteur et également à la puissance qui n'a rien à voir avec un Sukhoi 33. Je vous renvoie vers la vidéo où on en parle, ou un Rafale. Un Rafale, vous n'allez pas vous mettre sur la post-combustion avant l'appontage. Non, vous allez repartir, il va se passer des choses. En super étendard, d'ailleurs, on n'avait pas de post-combustion. Le moteur, c'était un Natar 8K50 sans post-combustion. Et voilà, ça freine. Une fois que ça freine, on regarde le chien jaune. On va être tiré. Là, on voit bien d'ailleurs le cockpit. Donc, vous voyez en termes de vitesse, d'altitude. Et là, on voit bien l'horizon. Et on va être tiré par l'arrière. On va pouvoir ranger la crosse. Et après, on va pouvoir rouler pour se dégager et laisser la place à quelqu'un d'autre. Il vient ranger son trim. Vous voyez, on a vu avancer. On a vu avancer le manche. Donc ça, c'est avec le trim. Ça fait un déplacement du manche. Il a reseté son trim là, en attendant les ordres du chien jaune. Et c'est parti, ça roule. Il n'a pas besoin de toucher au manche. Et il vient faire ses petites actions vitales et tout ranger. Dans la marine, vous connaissez, sur avion de chasse, monoplace et pas que dans la marine, vous connaissez vos actions vitales par cœur. Et donc après, c'est toujours la même chose. C'est une sorte d'automatisme pour les réaliser. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la big picture, après derrière on a vu le cas un petit peu concret. Il y a énormément à partager autour du cockpit du super étendard, je pense que je ferai des vidéos sur ce sujet-là. Mais bon, on est dimanche, maintenant il est un peu plus de 15h. J'espère que ça vous a plu, je vais vous laisser profiter de votre journée. Et je retourne dans mon studio dans quelques jours avec une grosse liste de vidéos à faire pendant le mois de juillet. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des vidéos, des thèmes en particulier, c'est le moment ou jamais de me les mettre. Je vais faire pas mal de contenu en avance là, dans les 6 prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à me demander des thèmes, vous mettez ça dans les commentaires et à très bientôt. Fly safe.